Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, nous partons avec les titres. À la une, cette interview exclusive accordée à notre envoyé spécial à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé Michel Kafando sur la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida au poste du Premier ministre qui doit présenter aujourd'hui son gouvernement composé de 25 membres. Et ce nouveau chiffre de l'épidémie Ebola annoncé ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique aurait fait près de 300 morts de plus en une seule semaine, ce qui porte au nombre de 5420 personnes décédées à ce jour par le virus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec le Burkina Faso, les militaires qui se taillent la part du lion de la révolution burkinabé. Le lieutenant-colonel Isaac Zida a été nommé Premier ministre hier pour conduire un gouvernement de 25 membres dont la composition est attendue aujourd'hui. Sa désignation a fait grincer les dents. Beaucoup craignent un bicéphalisme à la tête de l'État, mais le président de la transition n'est pas de cet avis. Dans une interview exclusive qu'il a accordée à notre envoyé spécial à Ouagadougou, Michel Kafando justifie les raisons qui ont motivé le choix d'Isaac Zida à la tête du gouvernement. Écoutons-le, il est au micro d'Abdoulaye Bari et c'est une exclusivité africable. Nous voyons que la situation apparente vraiment est sans problème, sans difficulté. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'effectivement, c'est une stabilité qui sera permanente? Nous avons besoin de ceux-là qui ont pris conscience, donc je vais parler de nos jeunes militaires, qui ont pris conscience qu'il faut être du côté du peuple. Nous avons besoin d'eux pour servir de contrefort, pour donner l'assurance, peut-être même pour dissuader des velléités, comportements plus ou moins velléitaires. Nous avons besoin d'eux pour pouvoir réussir notre transition. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait un bicéphalisme à la tête de l'État? Non. On l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Égypte avec Al-Sisi. Je ne pense pas. La situation du Burkina est tout à fait particulière. Et nous nous sommes entendus. Et j'ai confiance que les militaires, les éléments militaires qui seront avec nous dans le gouvernement tiendront parole. Du reste, s'ils étaient des éléments douteux, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'un président civil. Et ils ont fait la preuve qu'ils respectent leurs engagements. Ils ont fait la preuve qu'ils aiment bien leur pays. Ils ont fait la preuve qu'ils peuvent collaborer avec les civils. Donc, personnellement, en tant que président de la tradition, je n'ai pas du tout peur, je n'ai pas d'appréhension. Nous avons suffisamment échangé pour que je vous dise aujourd'hui qu'il n'y a véritablement pas un danger à considérer que les militaires dans le gouvernement pourront véritablement être un nuage pour le bon fonctionnement du gouvernement. Moi, je peux vous certifier que nous n'aurons pas un bicéphalisme. Nous n'aurons pas à craindre véritablement de la présence de nos frères militaires dans le gouvernement. Parce que chacun, du reste, aura un pouvoir bien délimité. Le Premier ministre gouverne, mais le Premier ministre ne peut pas véritablement prendre des actions, en tout cas s'aventurer sans que le président du Faso donne son aval. Voilà un entretien exclusif que vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h en intégralité sur nos antennes avec Abdoulaye Bari, Bakari Kenou et Alpha Oumar Doussa. La satisfaction des militaires ivoiriens, leurs délégués, selon leurs délégués, les négociations entamées avec le gouvernement vont dans le bon sens. Ils avaient manifesté mardi dans tout le pays pour réclamer de meilleurs soldes et le paiement de leurs avancements. Notre problème est purement militaire et il le restera, assurent leurs représentants. Les négociations doivent se poursuivre aujourd'hui.
Au Mali, les responsables de l'Union pour la République et la démocratie, URD, ont organisé hier une conférence de presse sur la position de la formation politique par rapport à la situation socio-politique actuelle du pays. Soumaïla Cissé, parrain de l'URD, a au cours de cette rencontre porté un regard critique sur la gestion du pays par l'actuel gouvernement. On fait le point ici avec Aminata Mariko et Moussa Bari. Au cours de cette conférence de presse de critiques et de propositions, les Verts et Blancs de l'URD ont touché aux grands maux du Mali, qui vont de la situation sanitaire, notamment la fièvre hémorragique à virus et Ebola, de la situation économique et sécuritaire, ainsi que sociopolitique, tout comme l'éducation. Face au parterre de journalistes, le conférencier du jour a exprimé ses inquiétudes quant au népotisme, le gaspillage et la corruption qui, selon lui, s'accélèrent. Chacun de nous connaît ses propres difficultés au quotidien. Donc chacun de nous sait que la situation ne va pas. Mais quand la situation ne va pas, le gouvernement doit proposer des choses et des plans de sortie de crise. Par rapport à la maladie à virus Ebola, l'URD demande aux autorités de fermer les frontières avec la Guinée pendant au moins 1 mois pour permettre à un équipement du personnel sanitaire. Ça ne sert à rien de faire une fuite en avant. Il faut prendre des mesures efficaces. Les pays qui prennent ces mesures ne sont pas des pays non africains ou des pays qui n'aiment pas leurs voisins. C'est des pays qui prennent seulement des mesures idoines. Sur le plan sécuritaire, Soumaïla Cissé a fortement interpellé le gouvernement. Nous sommes comme dans un pays où, dans le nord en tout cas, c'est du non-droit, tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas ne pas interpeller le gouvernement sur ça. Nous avons l'impression que le président il peine à prendre des dispositions fermes, des dispositions rigoureuses et suivies, afin que soit préservée la sécurité des personnes et des biens. Une très forte interpellation, une très forte demande de sécurité dans notre pays. Autre sujet de préoccupation, la réconciliation nationale. Mais nous avons dit aussi que la réconciliation ne doit pas occulter la justice. Pour qu'il y ait une bonne réconciliation, il faut qu'il y ait la justice. Et pour qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'il y ait la justice. Sinon, nous restons encore dans les viols impunis, dans les assassinats impunis, dans les vols impunis. Il nous faut nous préoccuper des 140 000 réfugiés maliens qui se trouvent à l'étranger. Quant aux négociations d'Alger, l'URD propose que d'abord, ce projet, s'il y a solution, ça doit s'inscrire dans le cadre global de ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région et ce qui se passe dans le reste du monde. Et que cette menace est une menace mondiale et que l'ensemble de la communauté internationale est concernée. L'orateur du jour regrette que la mauvaise gouvernance et la malversation ont amené le Mali sur le banc des accusés. Il y a des problèmes de gouvernance au niveau national. Quelle solution? Mais ce que nous avons regretté, c'est que nous n'avons jamais été consultés. Jamais l'opposition, ni le gouvernement, ni le président, ni le haut représentant n'a dit l'opposition, qu'est-ce que vous pensez? Que ce soit bien ou non, nous sommes partie prenante de la solution. Et si demain il y a une solution, mais il faut que nous aussi nous participions. Par rapport à l'économie, Soumaïla Cissé souligne que le secteur privé se décourage pendant que la dette se gonfle. Mais c'est la première fois, vraiment la première fois, que j'entends le FMI dire de tel gouvernement que ce sont des malversations. C'est quelque chose d'extrêmement grave qui doit nous interpeller tous, qui dit que notre pays est mis au banc de la communauté internationale. Vous qui voyagez, vous qui allez ailleurs, on vous dit, ah, vous êtes malien, ça peine si ce n'est pas avec un ton de compassion. Pourtant, nous avons dénoncé, dès les premiers contrats. Cette conférence de presse annonce les couleurs du congrès ordinaire que le parti s'apprête à organiser ce samedi à Bamako. Et alors que les négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés reprennent ce jeudi, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé est revenu ici sur le document préliminaire. C'était toujours au cours de cette conférence de presse. On l'écoute. Nous réaffirmons notre soutien pour un Mali un et indivisible. 95% de ce document est rejeté par ceux qui en ont pris connaissance.
que ce soit l'Assemblée nationale, c'est hier. Hier, tout près, on en a discuté. Que ce soit certainement ici, où la société civile a été saisie, que ce soit même au niveau du gouvernement. Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est qu'il ne propose rien. Il n'est pas d'accord. La seule ligne de conduite, c'est que le gouvernement veut la souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est de dire au gouvernement, il faut savoir comment négocier et avoir une bonne stratégie. Si on s'accroche, ils ont dit d'Azawad, on ne veut pas d'Azawad, ils veulent Azawad, on ne veut pas Azawad, je crois qu'on va passer des années ici. C'est l'occasion aussi de faire un appel aux groupes armés qui comprennent que cette situation ne peut pas durer et que tout le monde a intérêt à la paix. Eux, leurs familles, leurs amis. Parce que la paix dans la sous-région, sans ça, il n'y aura pas de développement, sans ça, il n'y aura rien du tout. La route Miono-Tombouctou, ça fait 50 ans qu'on essaie de la faire. Chaque fois qu'on commence, il y a une rébellion. Pour l'arrêter, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Moins d'un mois après les législatives, les électeurs tunisiens se préparent à retourner aux urnes le dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. L'actuel chef d'État, Monsef Marzouki, est candidat à sa succession. Il a donné hier l'un de ses derniers grands meetings de campagne à Bizerte. Il s'est présenté comme un rempart contre le retour des anciens, allusion à son grand rival qui a 88 ans et candidat du parti qui a remporté les législatives. Je vous l'annonçais en titre, ce chiffre à présent. Ce matin, l'épidémie à virus Ebola a fait près de 300 morts de plus en une seule semaine, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. 5420 personnes infectées par la fièvre hémorragique sont mortes sur un total de 15 145 infectés. 8 pays d'Afrique au total sont concernés, mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même estime que ce bilan est probablement sous-estimé. Nous partons au Maroc avec le 5e forum global de l'entrepreneuriat qui se tient depuis hier à Marrakech. Hier, l'entrepreneuriat se conjuguait au féminin. Les femmes venues des 4 coins du monde ont pu présenter leurs idées et projets à travers les séances de pitch, qui est un concept un peu particulier. Il s'agit de convaincre le jury en moins de 3 minutes pour décrocher le premier prix élevé à $10 000. Elles viennent des États-Unis, du Mexique, de Tunisie ou encore du Maroc. Ce sont des porteuses de projets qui ambitionnent de faire de leurs idées une réalité. C'est un jury de professionnels qui définira si leurs projets sont habilités à voir le jour. Des projets qui vont de l'agroalimentaire solidaire à des applications digitales destinées aux femmes. Mon projet est une application mobile qui permettra aux femmes et aux patients en général de contrôler leurs informations médicales. C'est un projet très important pour moi, il n'existe pas encore et j'aimerais vraiment qu'il voit le jour. Ce concours est une très bonne initiative. Ce type de compétition devrait exister partout et être mis en place dans tous les sommets économiques. Si les femmes ne le font pas pour les femmes, qui le fera? Elles sont une quinzaine à présenter leur projet aujourd'hui. À la clé, un prix de $10 000. Le concours se veut un moyen de contourner les difficultés que connaissent les femmes chefs d'entreprise pour financer leurs projets. Les femmes chefs d'entreprise connaissent beaucoup d'obstacles, notamment au point de vue financier et administratif. On leur met des bâtons dans les roues parce que ce sont des femmes. La gagnante venue du Mexique pourra désormais commercialiser un textile intelligent qui se réchauffe au soleil. Le concept se veut écologique et solidaire, une idée saluée par l'épouse du vice-président américain qui a tenu à marquer de sa présence la clôture de cette session exclusivement consacrée à l'entrepreneuriat féminin. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africabletelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.